Les caves du Vatican, d'André Gide. Livre premier. Antime Armand Dubois. Pour ma part, mon choix est fait. J'ai opté pour l'athéisme social. Cet athéisme, je l'ai exprimé depuis une quinzaine d'années dans une série d'ouvrages. Georges Palante. Chronique philosophique du Mercure de France, décembre 1912. Chapitre 1. L'an 1890, sous le pontificat de Léon XIII, la renommée du docteur X, spécialiste pour maladies d'origine rhumatismale, appela à Rome Antime Armand Dubois, franc-maçon. « Et quoi ?» s'écria Julius de Baralioul, son beau-frère. « C'est votre corps que vous vous en allez soigner à Rome. Puissiez-vous reconnaître là-bas combien votre âme est plus malade encore ?» À quoi répondait Armand Dubois, sur un ton de commisération renchérie, « Mon pauvre ami, regardez donc mes épaules. » Le débonnaire Baralioul levait les yeux malgré lui vers les épaules de son beau-frère. Elles se trémoussaient, comme soulevées par un rire profond, irrépressible, et c'était certes grand pitié que de voir ce vaste corps, à demi perclus, occuper à cette parodie le reliquat de ses disponibilités musculaires. Allons, décidément leur position était prise. L'éloquence de Baralioul n'y pourrait rien changer. Le temps, peut-être, le secret conseil des saints lieux. D'un air immensément découragé, Julius disait seulement « Antime, vous me faites beaucoup de peine. » Les épaules aussitôt s'arrêtaient de danser, car Antime aimait son beau-frère. « Puissais-je, dans 3 ans, à l'époque du jubilé, lorsque je viendrai vous rejoindre, puissais-je vous trouver amendé ?» Du moins, Véronique accompagnait-elle son époux dans des dispositions d'esprit bien différentes. Pieuse autant que sa sœur Marguerite et que Julius, ce long séjour à Rome répondait à l'un des chers entre ses vœux. Elle meublait de menus pratiques pieuses sa monotone vie déçue et, bréhaigne, donnait à l'idéal les soins que ne réclamait d'elle aucun enfant. Hélas, elle ne gardait pas grand espoir de ramener à Dieu son Antime. Elle savait depuis longtemps de quel entêtement était capable ce large front barré de quel déni. L'abbé Flon l'avait averti. Les plus inébranlables résolutions, lui disait-il, « Madame, ce sont les pires. N'espérez plus que d'un miracle. » Même, elle avait cessé de s'attrister. Dès les premiers jours de leur installation à Rome, chacun des 2 époux, de son côté, avait réglé son existence retirée. Véronique, dans les occupations du ménage et dans les dévotions, Antime, dans ses recherches scientifiques. Ils vivaient ainsi l'un près de l'autre, se supportant en se tournant le dos. Grâce à quoi régnait entre eux une manière de concorde. Planait sur eux une sorte de demi-félicité, chacun d'eux trouvant dans le support de l'autre l'emploi discret de sa vertu. L'appartement qu'ils avaient loué par l'entremise d'une agence présentait, comme la plupart des logements italiens, loin d'imprévus avantages, de remarquables inconvénients. Occupant tout le premier étage du palais Forgetti, via in Lucina, il jouissait d'une assez belle terrasse, où tout aussitôt, Véronique s'était mise en tête de cultiver des aspidistras qui réussissent si mal dans les appartements de Paris. Mais pour se rendre sur la terrasse, force était de traverser l'orangerie, dont Antime avait fait aussitôt son laboratoire, et dont il avait été convenu qu'il livrerait passage de telle heure à telle heure du jour. Sans bruit, Véronique poussait la porte, puis glissait furtivement, les yeux au sol, comme passe un convers devant les graffitis obscènes, car elle dédaignait de voir, tout au fond de la pièce, débordant du fauteuil où s'accotait une béquille, l'énorme dos d'Antime se voûter au-dessus d'on ne sait quelle maligne opération. Antime, de son côté, affectait de ne la point entendre. Mais sitôt qu'elle avait repassé, il se soulevait de son siège, se traînait vers la porte et, plein de hargne, les lèvres serrées, d'un coup d'index autoritaire, blanc, poussait le loquet. C'était l'heure bientôt où, par l'autre porte, Beppo, le procureur, entrait prendre les commissions. Galopin de 12 ans ou 13, en haillons, sans parents, sans gîte, Antime l'avait remarqué peu de jours après son arrivée à Rome. Devant l'hôtel, où le couple était d'abord descendu, via di Bocca di Leone, Beppo sollicitait l'attention du passant au moyen d'un criquet blotti sous une pincée d'herbe dans une petite nasse de jonc. Antime avait donné 10 sous pour l'insecte, puis, avec le peu d'italien qu'il savait, tant bien que mal, avait fait entendre à l'enfant que,
dans l'appartement où il devait emménager le lendemain, via in Lucina, il aurait bientôt besoin de quelques rats. Tout ce qui rampait, nageait, trottait ou volait servait à le documenter. Il travaillait sur la chair vive. Beppo, procureur né, aurait fourni l'aigle ou la louve du Capitole. Ce métier lui plaisait, qui flattait son goût de maraude. On lui donnait 10 sous par jour, il aidait, d'autre part, au ménage. Véronique, d'abord, le regardait d'un mauvais œil, mais du moment qu'elle le vit se signer en passant devant la Madone à l'angle nord de la maison, elle lui pardonna ses guenilles et lui permit de porter jusqu'à la cuisine l'eau, le charbon, le bois, les sarments. Il portait même le panier quand il accompagnait Véronique au marché, le mardi et le vendredi, jour où Caroline, la bonne qu'ils avaient amenée de Paris, était trop occupée par le ménage. Beppo n'aimait pas Véronique, mais il s'était épris du savant, qui bientôt, au lieu de descendre péniblement dans la cour prendre livraison des victimes, permit à l'enfant de monter au laboratoire. On y accédait directement par la terrasse qu'un escalier dérobé reliait à la cour. Dans sa revêche solitude, le cœur d'Antime battait un peu lorsqu'approchait le faible claquement des petits pieds nus sur les dalles. Il n'en laissait rien voir. Rien le dérangeait de son travail. L'enfant ne frappait pas à la porte vitrée. Il grattait, et, comme Antime restait courbé devant sa table sans répondre, il avançait de 4 pas et jetait de sa voix fraîche un « permesso » qui remplissait d'azur la pièce. À la voix, on eût dit un ange. C'était un aide-bourreau. Dans le sac qu'il posait sur la table à supplice, quelle nouvelle victime apportait-il? Souvent, trop absorbé, Antime n'ouvrait pas le sac aussitôt. Il y jetait un rapide coup d'œil. Du moment que la toile tremblait, c'était bien. Rats, souris, passereaux, grenouilles, tout était bon pour ce Moloch. Parfois, Beppo n'apportait rien. Il entrait tout de même. Il savait qu'Armand Dubois l'attendait, fût-ce les mains vides, et, tandis que l'enfant, silencieux aux côtés du savant, se penchait vers quelque abominable expérience, je voudrais pouvoir assurer que le savant ne goûtait pas un vaniteux plaisir de faux dieu à sentir le regard étonné du petit se poser, tour à tour, plein d'épouvante sur l'animal, plein d'admiration sur lui-même. En attendant de s'attaquer à l'homme, Antime Armand Dubois prétendait simplement réduire en tropisme toute l'activité des animaux qu'il observait. Tropisme. Le mot n'était plutôt inventé que déjà l'on ne comprenait plus rien d'autre. Toute une catégorie de psychologues ne consentit plus qu'au tropisme. Tropisme. Quelle lumière soudaine émanait de ces syllabes! Évidemment, l'organisme cédait aux mêmes incitations que l'héliotrope lorsque la plante, involontaire, tourne sa face au soleil, ce qui est aisément réductible à quelques simples lois de physique et de thermochimie. Le cosmos, enfin, se douait d'une bénignité rassurante. Dans les plus surprenants mouvements de l'être, on pouvait unanimement reconnaître une parfaite obéissance à l'agent. Pour servir à ses fins, pour obtenir de l'animal maté l'aveu de sa simplicité, Antime Armand Dubois venait d'inventer un compliqué système de boîtes à couloirs, à trappes, à labyrinthes, à compartiments contenant les uns la nourriture, les autres rien, ou quelques poudres sternutatoires, à portes de couleurs ou de formes différentes. Instruments diaboliques qui, tôt après, firent fureur en Allemagne, et qui, sous le nom de Wechsirkasten, servirent à la nouvelle école psychophysiologique à faire un pas de plus dans l'incrédulité. Et pour agir distinctement sur l'un ou l'autre sens de l'animal, sur l'une ou l'autre partie du cerveau, il aveuglait ceci, assourdissait cela, les châtrait, les décortiquait, les écervelait, les dépouillait de tel ou tel organe que vous eussiez juré indispensable, dont l'animal, pour l'instruction d'Antime, se passait. Son communiqué sur les réflexes conditionnels venait de révolutionner l'université d'Uppsala. D'âpres discussions s'étaient élevées, auxquelles avait pris part l'élite des savants étrangers. Dans l'esprit d'Antime, cependant, s'ameutaient les questions nouvelles. Laissant donc ergoter ses collègues, il poussait ses investigations dans d'autres voies, prétendant forcer Dieu dans de plus secrets retranchements. Que toute activité entraînait une usure, il ne lui suffisait pas de l'admettre grosso modo, ni que l'animal, par le seul exercice de ses muscles ou de ses sens, dépensât. Après chaque dépense,
Il demandait « Combien ?» et le patient, exténué, cherchait-il à récupérer, Antime, au lieu de le nourrir, le pesait. L'apport de nouveaux éléments eût compliqué par trop l'expérience que voici. Syrah, jeûnant et ligoté, entraient quotidiennement en balance. 2 aveugles, 2 borgnes, 2 y-voyants. De ces derniers, un petit moulin mécanique fatiguait sans cesse la vue. Après 5 jours de jeûne, dans quel rapport étaient les pertes respectives ? Sur de petits tableaux ad hoc, Armand Dubois, chaque jour, à midi, ajoutait de nouveaux chiffres triomphaux.